Allez, merci. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le président sera en retard, donc on va commencer sans lui. Et on va déjà commencer par faire l'appel et désigner un secrétaire de séance. Et c'est Evelyne Chouvier qui s'est déclarée candidate pour être cette secrétaire de séance. Merci Evelyne. Et on va donc commencer par l'appel. Alors. C'est ça quand on n'a pas l'habitude. Ouais. Voilà, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alban Fontenil, Simone Christin Lafont, Jean-Claude Garde, Quentin Paquet, Robert Rogeff, Anne Jean-Jean, Clément Gaumont, Claudine Cour, André Gay, Thierry Deville, Hervé Bru, Christine Bertin, Serge Desrory, Frédéric Serret. Pardon? Ok. Marie-Thérèse Giry, Sylvie Genebrier, donné pouvoir à Patrice Couchot, Alféo Guillotot, Valérie Goutfard, Pierre Giraud, Patrice Couchot, Marc Pellardi, Christiane Brojari, donné pouvoir à Annie Ostar, Roland Bost, Roland, Georges Thomas, Karine Gandret, Michel Jassler, Pierre Barthélémy, Yannick Touran, Christian Cassoulot remplacé par Pierre-François Chaud, Christophe Détrappe sans Valérie Elvic, François Fourchet, Jean-Philippe Montagne. Merci. Élodie Thévenet. Pascal Roche a donné pouvoir à Élodie Thévenet, Serge Grandjean, Thierry Chavaran, Bernard Tranchant, Marie-Gabrielle Pfister, Thierry Missonnier. Bien vu, bien vu. Patrick Romestin présent, Alain Limousin, Roland Bonnefoy, Thierry Goubi. Merci. Pierre Verdier, Georges Boncompin, Daniel Dubost a donné pouvoir à Alain Limousin, René Avril, Bernard Coutençon a donné pouvoir à Serge Grandjean, Christophe Basile a donné pouvoir à Olivier Joly, Christiane Bailly a donné pouvoir à Abderrahim Bentayeb, Jean-Yves Bonnefoy, Pierre Contrino, pouvoir à Jean-Yves Bonnefoy, Bernard Cotier, pouvoir à Cindy Giardina, Géraldine Dargelet, pouvoir à Gérard Vernet, Catherine Doublet, Jean-Marc Dufix a donné pouvoir à Pierre Giraud, Jean-Paul Forestier, Cindy Giardina, Martine Rivillère a donné pouvoir à Jean-Paul Forestier, Cécile Mariette, Gérard Vernet, Martine Matra, Stéphanie Fayard, Julien Degout a donné pouvoir à Jean-Marc Dumas, Gérard Barou, Michel Robin, Pierre Garbil, Monique Ray, remplacée par Agnès Guittet, Christelle Masson, Stéphanie Chaptu, remplacée par Nicolas Roland, Patrick Ledieu, Joël Épinat, Marc Archer, Rachel Meunier-Favier, Michel Jourdan, remplacé par Christian Lyonnais, David Buisson, Frédéric Millet, Nicole Giraudon, Jean-Luc Daval-Pommier, Evelyne Chouvier, Paul Duchamp, Olivier Joly, Jean-Pierre Bras, donné pouvoir à Hervé Bru, Jean-Baptiste Chaussy, Béatrice Dauphin, donné pouvoir à Pascal Pelou, René Françon, Flora Gauthier, Alain Laurendon, Nathalie Legal, Gilbert Lorenzi a donné pouvoir à Alain Laurendon, François Matvet, Pascal Pelou, Ghislaine Poyet, Carole Tavitian a donné pouvoir à François Matvet, Ricardon absent, Martine Charles, Marcel Jouara a donné pouvoir à Jean-Paul Tissot, Stéphane Villard a donné pouvoir à Martine Charles, Rambert Paillard, Jean-Marc Dumas, Christian Soulier, Annie Ostar, André Gachet, Jean-Maxence de Monchy, Frédéric Pugnet, Pierre Brevet remplacé par Nicole Pardon, Michael Miomandre, Jean-René Joindel remplacé par Marie-Pierre Barou, Jean-Marc Grange, Marie-Thérèse Gagnère, Christophe Breton donné pouvoir à Pierre Verdier, Julien Ronzier, Dominique Guillain, Gilles Thomas, André Barthélémy, Yves Martin, Patricia Carrette, Thierry Hareux, Nicole Pinet, Gérard Peslon, Alexandre Palmier, Yves Duport, Hervé Béal, Jean-Paul Tissot, Hervé Perronnet, Bertrand Naval. Merci. Roland Bost. Eh bien, merci. Merci Patrick. Alors, avant d'attaquer l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 17 décembre. Est-ce qu'il y a eu des remarques sur ce procès-verbal? S'il n'y a pas de remarques, qui est contre? Qui s'abstient?
Merci pour cette approbation. Je vous propose de passer au premier point de l'ordre du jour qui concerne l'installation de conseillers communautaires pour les communes nouvelles de Soleure-en-Forêt et de la Côte-Saint-André. Saint-Didier, Saint-André. Oh là là. C'était pour voir si vous suiviez. Ouais. Ça commence bien. Alors, déjà, on va féliciter les deux nouveaux maires élus de ces deux structures, à savoir Élodie Thévenet pour donc la côte Saint-Didier. Ah, c'est bon. Et puis Dominique Guillain qui a été élu pour la Solore en forêt. Donc, il vous est demandé d'installer ce soir en tant que titulaire pour la côte Saint-Didier Élodie Thévenet en tant que titulaire et David Sary en tant que suppléant et Pascal Roche en tant que titulaire et David Rebourg en tant que suppléant. Et concernant Solore en forêt, sont titulaires Dominique Guillain en tant que titulaire, Christophe Thévenet en tant que suppléant, Gilles Thomas en tant que titulaire, Jean-Louis Charbonnier en tant que suppléant, et André Barthélémy en tant que titulaire, et Pascal Coston en tant que suppléant. Il n'y a pas de vote puisque c'est une installation, donc bienvenue à ceux qui seraient nouveaux, soit titulaires, soit suppléants. Vous avez proposé de passer au deuxième point de l'ordre du jour qui concerne l'élection d'un conseiller communautaire délégué. Eh bien oui, comme on a eu de nouvelles élections sur ces communes et que un des élus était concerné par ces élections, en l'occurrence Dominique Guillain, on doit renouveler ce soir le poste du 8e conseiller communautaire délégué en charge en fait de la partie nord de l'agglo. Et il vous est proposé de renouveler votre confiance à Dominique Guillain pour ce poste de conseiller délégué. Y a-t-il d'autres candidatures? Merci. Deuxième question. Est-ce que vous voulez passer en vote électronique ou est-ce qu'on fait ça à main levée? Alors, ce qu'on va faire, je vais vous demander, je vais vous consulter. Est-ce qu'il y aurait une opposition ou une abstention contre le vote à main levée? Y a-t-il des oppositions pour le faire? Des abstentions? Merci, comme on est tous unanimes sur le sujet. Donc je soumets aux voix oui. Dominique m'a dit qu'il ne voulait pas participer au vote, donc Dominique ne participera au vote, qui est pour l'élection de Dominique Guillain à ce poste de délégué, de conseiller communautaire délégué. Bon, voilà, je crois que qui serait contre? Qui s'abstient? Bravo Dominique pour cette brillante réélection. Tu veux dire quelque chose? Je veux juste vous remercier pour votre confiance. Merci. Allez, hop. Je reprends la main. J'ai pas l'habitude du bignou là où il faut cliquer. Alors, troisième point de l'ordre du jour, c'est la désignation dans les organismes extérieurs. Loire-Forêt Agglo et la ville de Montbrison bénéficient de l'action Cœur de Ville. À ce titre, la Caisse des dépôts accompagne différentes communes dans cette action. Et puis, il est proposé à l'Agglo Loire-Forêt d'avoir un représentant qui puisse participer aux réunions au sein de cette assemblée générale de la SCE-TGE, qui a un conseil d'expertise, la société Service Conseil Expertise Territoire, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Et il vous est proposé de nommer ce soir Claudine Cour pour représenter l'Agglo dans cet organisme. Y aurait-il d'autres candidatures? Même système, est-ce qu'on passe? Parce qu'il y en a certains qui souhaitent le vote électronique. Non? Alors on va vous proposer de passer au vote qui serait pour la candidature de Claudine Cour dans cet organisme. D'accord? Qui serait contre? Qui s'abstient? Bravo également pour cette unanimité.
Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre ce soir? Non, il n'y a rien à boire quand même. Ah si, après. Ensuite, le 4e point de l'ordre du jour, c'est le rapport annuel d'activité de la Commission consultative des services publics locaux, plus communément appelé CCSPL, pour l'année 2024. Et c'est Patrick qui nous présente ce rapport. Ben, tout d'abord, vous dire que c'est une obligation réglementaire selon le Code général des collectivités territoriales. Cette commission examine chaque année les rapports établis par les délégataires de services publics, rapport aussi sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et le bilan d'activité des services qui sont exploités en régie, dotés d'autonomie financière et les rapports établis par les titulaires de marchés de partenariat. Ensuite, elle est consultée pour avis pour des projets de délégation de services publics, comme vous avez pu le voir dans la note. Elle est composée de 4 élus titulaires, de 4 élus suppléants, de 4 représentants d'associations et de 3 suppléants pour ces associations. Et les périmètres d'intervention de la CCSPL en 2024, vous les avez: ordures ménagères, petite enfance, crématorium, fourrière animale, assainissement, tourisme, mobilité, eau potable. Et cette commission s'est réunie 4 fois en 2024. Voilà, y aurait-il des questions sur la CCSPL? J'en profite simplement pour remercier les membres des associations qui sont présents à chaque consultation et à chaque réunion. Donc, merci à eux. S'il n'y a pas de questions, donc je vous propose simplement de prendre acte de ce rapport sur la CCSPL 2024. Merci Patrick. Tu gardes le micro pour le rapport de mutualisation 2023. Oui, on est bien sur le rapport de mutualisation au titre de l'année 2023, donc rapport qui a été présenté en commission des moyens généraux et en conférence des maires pas plus tard que la semaine dernière, donc qui doit être présenté effectivement et communiqué auprès du conseil communautaire lors de la présentation du DOB. Et ce rapport fait état donc des activités sur l'année 2023, et plus particulièrement, on retrouve qu'il y a eu 161 conventions de mise à dispo pour un montant d'1,6 million, que 87 communes et un syndicat proposant à la communauté des mises à disposition de l'un ou plusieurs de ces services, et que l'on a 11 services communs sur l'année 2023. On dresse aussi les réalisations et les perspectives pour l'année 2024 et 2025, comme vous pouvez le voir, suite du recensement des mutualisations existantes, projet de création d'un service commun défense extérieure contre l'incendie, donc sans suite opérationnelle puisqu'on était passé ici en conférence des maires et l'on n'a pas donné suite. Donc là aussi, vous est proposé de bien vouloir prendre acte de ce rapport s'il n'y a pas de questions. Eh bien, prenons acte. Merci. Merci Patrick. Je te laisse toujours la main pour le 6e point, qui est l'approbation du rapport égalité professionnelle et du plan d'action pour l'égalité professionnelle 2024-26. Voilà, ça c'est l'approbation du rapport égalité professionnelle 2023 aussi, et le plan d'action 2024-2025 que vous avez pu voir sur les annexes. Là aussi, donc c'est réglementaire puisque toutes les collectivités de plus de 20 000 habitants doivent élaborer un plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et que chaque année aussi, on doit venir devant vous avec ce rapport lors du moment du DOB. Vous dire que l'on a eu, comme vous avez pu le voir, une note de 92 sur 100 pour les items qui sont concernés, puisqu'il y a une cotation et une notation là-dessus, et à savoir que les collectivités qui sont en dessous de 75 doivent apporter un correctif très très rapidement. Donc là aussi, je n'irai pas plus loin sur ce rapport, parce que vous avez pu le détailler. Par contre, on vous demandera de bien vouloir d'approuver donc ce rapport de situation égalité femmes-hommes 2023 et le plan d'action pour l'égalité professionnelle 2024-2026. Y aurait-il des questions ou des remarques? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Patrick. Après les sujets d'administration générale, on va passer aux sujets environnementaux avec le rapport développement durable présenté par Marie-Gabrielle Pfister.
C'est bon? Merci Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, comme tous les ans, je vais vous présenter le rapport de développement durable. Mais à défaut de vous présenter cette épaisseur de papier, on va le faire sur un format un peu plus ludique et vous pourrez voir bien résumé en images une petite vidéo qui vous le présente. Donc voilà, vous avez pu voir résumer bien plus que ce que j'aurais pu vous dire, l'essentiel de ce rapport de développement durable qui est bien sûr à votre disposition. Alors la vidéo est à votre disposition sur le site de l'Agglo, elle va être envoyée aux communes si vous souhaitez le partager avec vos conseils municipaux. Et si vous préférez à l'ancienne le bon rapport sur papier, il est aussi disponible sur le site de l'Agglo et vous avez dû l'avoir en pièce jointe dans la convocation. Voilà. Donc je vous demande de prendre acte de ce rapport du développement durable. Je vous remercie. Il n'y a pas de vote. C'est une présentation. Merci Marie-Gabrielle. Hop, je reprends. Et nous voilà arrivés au 8e point de l'ordre du jour qui est le débat d'orientation budgétaire. Ah oui. Cachez votre joie. Et pourtant. Alors, l'Europe. Eh ben avant de, oui, on va enfin ça va être ma 4e ou 5e présentation parce qu'entre le bureau, la conférence des maires, la commission moyens généraux, ce midi encore avec la presse. Que dire? Bon, vous savez, c'est un exercice généralement qu'on fait sur le dernier trimestre, qu'on a reporté pour y voir plus clair. Alors, sous couvert encore de conditionnel, parce que on attend encore, c'est comme quand il y a la mort du pape au Vatican, on attend la fumée blanche pour avoir un nouveau pape. On attend encore demain pour savoir s'il y a une motion de censure ou pas de motion de censure. Bah, alors on va regarder la couleur. Bon, il n'empêche qu'il faut quand même qu'on avance, et puis qu'il faut quand même qu'on ait un budget d'ici le mois d'avril, avec toutes ces vicissitudes, parce que c'est quand même la première fois qu'on se retrouve dans une situation où on navigue quand même un petit peu à vue. Alors, je vais passer quelques slides, parce que celle-là, c'était le contexte, mais il est mouvant. Simplement, je vais m'attarder 2 secondes sur celui-ci. Donc, on est en conseil communautaire aujourd'hui avec cette présentation du ROB le 4 février. Le but du jeu est de vous montrer, de bâtir un budget et de le voter le 8 avril prochain.
ça aura au moins un intérêt, c'est que, vous savez, autour du 15 mars, dernière quinzaine de mars, on a tous les éléments de DGF, tous les éléments qui nous sont remontés par l'État, donc ça nous permettra aussi d'avoir un peu plus de certitude sur certains montants qui sont encore faits aujourd'hui un peu au doigt mouillé. Alors, les points clés du projet de loi, alors je sais plus comment les appeler, il y avait un projet de loi Barnier, mais il est plus Barnier, un projet de loi Bayrou, mais avant discussion ou après discussion. On n'a pas refait les slides parce que je pense qu'on aurait dû faire une troisième ou une quatrième version. Bon, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est simplement les prévisions aujourd'hui qui sont prises pour la croissance de l'année prochaine, c'est 0,9. Et l'inflation prévisionnelle pour 2025 sur ce projet de loi de finances Bayrou, version Bayrou, est de 1,6. Pour rappel, on était à 2,1 avant Noël, hein, donc bon, on a perdu 0,5 en 2 mois. Ce qui est important pour nous, par contre, c'est la phrase qui est juste en dessous, c'est le taux d'évolution des bases fiscales pour 2025. Et ce taux sera fixé à 1,7%. Alors, les 1,7, c'est pas l'inflation sur l'année dernière, c'est de novembre à novembre, parce que en fait, c'est un peu décalé. C'est pas sur une année complète, c'est de novembre à novembre, donc de manière glissante. Mais donc, on aura une évolution des bases qui devrait se situer à 1,7. On en reparlera un petit peu plus tard dans ce ROB. Le contexte national, bon, ben, il a encore évolué parce que là, on était encore dans un objectif du gouvernement à être à moins 5,5 du PIB, mais avec les concessions des uns et des autres, bon, je pense pas que ça soit la dernière version d'hier, mais vous m'excuserez, entre hier et aujourd'hui, on n'a pas remis à jour une nouvelle présentation sur ce ROB. Les mesures destinées aux collectivités, d'économie destinées aux collectivités. Alors, il y avait un mécanisme de résilience qui devait permettre de récupérer 3 milliards d'euros, qui a été revu à la baisse à 1 milliard d'euros. Ça, c'est pour toutes les collectivités qui ont un budget supérieur à 40 millions d'euros. Donc, nous en faisons partie. Mais j'en reparlerai dans la slide qui suit. On a également à prendre un écrêtement de la part dynamique, autrement dit un gel de la TVA à hauteur d'1,2 milliard et une réduction du FCTVA qui est chiffré à 800 millions d'euros. Alors, le premier mécanisme de résilience dont je parlais, qui doit être abaissé de 3 milliards à 1 milliard. Vous avez sur la carte de France l'ensemble des collectivités qui sont concernées par cette ponction. Alors, on ne va pas dire ponction parce que normalement, elle doit nous être rendue après. Dans la dernière version, ils disent que c'est une avance sur quelque chose qui nous reviendrait plus tard. Bon, moi je sais pas, quand on me prend dans ma poche, généralement je les revois pas après, mais bon. Alors, elle pourrait être estimée pour notre collectivité autour de 1,1 million, d'après les données qui nous ont été transmises. Mais dans la version Barnier, qui n'est pas encore connue, donc dans la version Bayrou, les collectivités qui étaient bénéficiaires du SPIC étaient exemptées. Ça m'arrangerait que ça soit reconduit. Mais mine de rien, on est encore dans l'incertitude. Mais c'est pas une incertitude à 500 balles. C'est une incertitude à 1 million. 1,1 million. Donc, faudra regarder un peu plus dans le détail. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à nos premières estimations, effectivement, on n'est plus sur du 1,1 million. De souvenir, on était sur du 650 000 avec les derniers calculs. Donc, vous me direz, 650 par rapport à 1,1 million, on est quand même gagnant. Mais si c'était zéro grâce au SPIC, je préfère zéro que 650 000 aussi. Donc, et comme vous savez que sur le SPIC, on n'est pas très loin du niveau de flottaison, il y a quand même une double incertitude, parce qu'on ne sait pas si c'est sur le SPIC de l'année dernière. Normalement, oui. Mais à éclaircir. Deuxième chose, on a perdu la levée de la taxe d'habitation en 2021 et on nous a reversé une fraction de TVA. Alors là, vous avez les histogrammes en bleu foncé, c'est l'évolution depuis 2021 de la fraction de TVA qui nous a été reversée en compensation
de cette suppression donc de levée d'impôts. Donc on était à 15 millions, après 16 millions, presque 17,09. Ben on va nous le geler, donc ça veut dire que nous, par exemple, les 1,7 d'évolution des bases, pour le coup, ben là on l'a dans le baba, on reste au même montant que l'année dernière, donc à 17 millions. Et dans la prospective, vous avez les histogrammes qui suivent pour 2026, 2027, 2028. Ben on a fait comme si, en plus, on nous en enlevait. Je préfère avoir plus de prudence, vous commencez à me connaître quand même au bout de 5 ans, même plus pour d'autres, mais en tout cas 5 ans en VP Finance, je prends le maximum de précautions. Donc vous voyez, j'ai même marqué que les années qui suivent seront encore pires que cette année. En tout état de cause, là on avait une entrée d'argent dynamique qui suivait l'inflation, bah là clairement on nous dit bah non, vous ferez avec ce que vous aviez l'année dernière et vous n'aurez rien de plus. Autre élément à prendre en compte après cet écrêtement de la part dynamique sur la taxe d'habitation, eh bien la même chose, là la fraction de TVA mais sur la CVAE. Et la CVAE depuis 2021, même phénomène, on était calqué sur une évolution de la fraction de TVA qui était versée en compensation de la réforme. Et donc, on avait 4,7 millions, un peu moins de 4,7 millions l'année dernière, donc on a remis 4,7 millions pour l'année prochaine, puisqu'on est gelé. Et on a même mis 4,6 millions pour les années qui suivent dans notre prospective. À cela s'ajoute également, pour le coup, là, c'est bon, ils ont reporté de 3 années la suppression de la CVAE ajoutée, donc la contribution à la cotisation à la valeur ajoutée. Donc là, on est tranquille, c'est repoussé à 2028, 2029, 2030, donc on reverra ça plus tard. Bon, après, il y a d'autres dispositions dans le projet de loi de finances avec quelques rallonge de l'État sur certaines dotations, mais là on nous prélève quand même des choses qui sont sur du 1 milliard de 800 millions, 1 milliard, bah là on nous redonne 100 millions de plus sur de la DGF, 100 millions de plus sur 90 millions sur de la DSU, 100 millions sur de la DSR, donc là on nous prend des gros montants, on nous rend des petits montants. Ensuite, ça c'est forcément là le recentrage du FCTVA qui va se faire sur les investissements, donc les dépenses de fonctionnement ne seraient plus éligibles au FCTVA et le taux de FCTVA devrait diminuer de 10% pour passer en 2025 et en 2026 à 14,85%. Donc, il nous enlève 10% de ce qu'on a actuellement, puisqu'on est à 16,4 au jour d'aujourd'hui. On va avancer, le tableau qui suit, oui, non, c'est bon, on va avancer encore un petit peu pour entrer dans le vif du sujet, notre budget général. Et quand on parle du budget, on parle d'abord de nos recettes, et notamment de la fiscalité. Alors, vous avez dans la colonne de gauche les crédits ouverts, c'est pas le BP de 2024 qu'on vous a projeté, là, c'est le budget primitif de l'année dernière, plus les DM, donc c'est en tant que tel, les crédits ouverts. Et là, en face, dans la deuxième colonne, on vous met les propositions de BP 2025. Première chose qu'on a pris en considération pour l'évolution des produits fiscaux, on a pris 2%. Alors vous me direz, tout à l'heure, on avait dit 1,7 de base. Mais en fait, entre les créations de piscines, les créations de maisons nouvelles, et tout ça, on a toujours plus d'entrées d'argent que les 1,7 qui sont automatiques. En fait, on a même généralement 0,5 points de plus que le taux officiel, avec toutes ces créations de maisons et puis on gagne des habitants, et effectivement, il y a un peu plus de construction. Donc, au lieu de rester sur le 1,7, on met 2 points. On est parti aussi du principe de garder le même montant de taux, pas le taux de la collectivité. Et puis quelques évolutions de CFE, ce qui fait qu'à l'arrivée, vous voyez le bout de la ligne, ça nous fait 356 000 € de plus de rentrée d'argent, de recettes. Deuxième ligne, le produit de la TASCOM
C'est quelque chose qu'on a voté ici, voilà 6 mois, je crois à peu près. C'est la taxe sur les surfaces commerciales. Et on a remonté ce taux parce qu'on était très bas par rapport au taux pratiqué. Et on a dit qu'on le faisait par étapes. Et donc, là, vous avez 40 000 euros de plus, qui est la traduction du vote que l'on a mis en place au mois de juin, me semble-t-il, sur les grandes surfaces commerciales de l'agglo. Ensuite, la GEMAPI, vous savez, le prélèvement de la GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est une levée d'impôt qui doit correspondre à l'exact coût de notre service et des investissements qu'on fait dans notre collectivité sur ces sujets. 1,5 million, ça correspond à l'activité aujourd'hui qu'on déploie sur cette gestion des milieux aquatiques. La fraction de TVA, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous voyez qu'on est 17 et 17, 0 de progression. La fraction de TVA sur la CVAE, 4,6 millions, 4,7 millions plutôt, 4,7 millions, 0 de plus, pas de dynamique. Le reversement du FPIC, comme chaque année, et je vous invite aussi dans vos budgets communaux à être dans la même prudence. Si on nous retire le FPIC cette année, on ne nous retire pas 50% du jour au lendemain, on nous en retire 10% la première année. Donc, on a pris en compte la baisse de 10% de FPIC. La DGF, chaque année, on a 80 000 euros de moins de DGF depuis 5 ans, donc il n'y a pas de raison que ça change. On anticipe toujours la baisse et on a mis 80 000 euros de moins, ce qui fait que, en termes de levée de fiscalité, pour 2025, on devrait avoir une recette supplémentaire de l'ordre de 238 000 euros. Y a-t-il des questions? Oui, alors, appuie sur ton... Tac, hop. Oui, la baisse de 10% du FPIC sur 1 472 000, ça fait 147 000 et pas 77 000. On n'a pas trop entendu là-dedans. La baisse de 10% du FPIC, Oui. Pour moi, ça fait 147 000 et pas 77 000. Non, mais c'est la part LFA. Voilà. Donc c'est la moitié. Ouais. Ensuite, on a les tarifications. Alors sur les tarifs, oui, ça fait partie de nos recettes aussi. On bouge pas les tarifs des navettes, on touche pas les tarifs des piscines, on touche pas les tarifs des équipements touristiques du col de la Loge, entre autres. On ne touche pas, on maintient la gratuité des réseaux culturels du réseau Copernic, de nos médiathèques et bibliothèques. On maintient les tarifs des accueils collectifs mineurs. La seule chose qu'on adapte, c'est les prix de nos locations qui vont être corrélés, donc, pour ceux qui sont locataires, notamment à réseau et ateliers protégés. Les autres tarifications, l'autre slide, c'est pas nécessaire de s'y attarder. Hop. Non, vous voulez pas appuyer sur le bouton? Hop, encore un coup. Alors, ce tableau-là, il est important parce que c'est celui qui synthétise en fait l'évolution de notre section de fonctionnement. Il tient compte, entre autres, des transferts du budget transport scolaire vers le budget annexe transport. C'est pour ça que vous avez un total dans le BP 2025 qui est inférieur au BP 2024. Vous avez à peu près 3,5 millions d'euros qui passent à l'as, mais c'est pas qu'ils disparaissent, c'est qu'ils sont enlevés du budget principal pour être mis avec le budget transport. Donc comme ça, sur le budget transport, le budget annexe transport, on aura aussi bien les transports scolaires que les transports habitants pour avoir tout sous le même budget. Dans la petite ligne jaune, vous voyez que malgré tout, il y a un peu moins de baisse de dépenses que de recettes, ce qui fait que ça nous permet de dégager une toute petite cave de 90 000 euros. Ce qui est plus embêtant à regarder, c'est notre virement, notre autofinancement et le virement qu'on doit faire entre sections.
Parce que là où généralement on a 2,5 millions d'euros, eh bien là on se retrouve que simplement avec 1 960 000 euros, soit à peu près 500 000 euros de moins d'autofinancement. On est un peu, toutes les collectivités aujourd'hui, plus tendues qu'hier, et ça se traduit donc en chiffres. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, notamment des grands chapitres d'Europe 2025 sur les recettes. Voilà, on va pas lire toutes les lignes. Hein. On retrouve simplement les transferts importants, notamment en chapitre 74, qui sont avec 5 millions d'euros, un transfert qui sera fait sur le budget annexe, mais que l'on retrouvera également en gros transfert tout à l'heure sur la ligne 65 de charges de gestion courante, de l'autre côté, sur les dépenses de fonctionnement. On retrouve notre ligne qui consolide toutes les différentes recettes de fiscalité. Tout ça pour arriver à un équilibre de 61 576 000. Si on zoome sur ces différents chapitres des recettes, on retrouve sur cette slide, entre autres, dans les évolutions importantes, bon, on va aller directement à la dernière ligne, l'ajustement sur la fiscalité locale, des différentes fiscalités que je vous ai présentées tout à l'heure. Si on zoome également sur ce que je vous disais, le chapitre 74 de dotation et participation suite au transfert sur le budget annexe transport. C'est alors 74, oui, vous l'avez là. La première ligne, vous voyez, moins 5 100 000. Eh ben, on le retrouve directement dans le détail, puisque dont transfert, participation, région, transport scolaire sur base budget annexe et le rescrit fiscal, on est à moins 5 342 000. Donc, on retrouve bien les montants que je vous annonçais tout à l'heure sur les transferts. Si on va maintenant sur les dépenses. Sur les dépenses, un total de dépenses identique à ce que j'avais en recettes, soit 61 576 000, et on retrouve sur la ligne 65 charges de gestion courante, moins 4,5 millions, qui, on le reverra aussi un peu plus loin, correspond au transfert du budget transport. Si on zoome sur les différentes évolutions de chapitres. Alors, déjà, le chapitre 11 sur les dépenses à caractère général qui vont augmenter de 280 000 euros. Les grosses évolutions, c'est l'évolution des coûts des révisions de prix des marchés en cours, avec 173 000 euros en positif. Donc, vous voyez que déjà, à peu près, c'est les 2/3 de cet ensemble de chapitres. On a aussi l'inscription de frais de fonctionnement pour la piscine du Petit Bois. Oui, cette piscine doit être ouverte normalement en septembre ou octobre maximum, mais comme il n'y avait pas d'historique l'année dernière, forcément, c'est de la dépense supplémentaire sur cette année, fût-il pour 3 mois. Et puis, on a des augmentations de participation de rénovation 42 pour 112 000 euros. Si on continue sur l'autre slide avec les autres évolutions de chapitres. Donc, on retrouve au chapitre 65 les autres dépenses et gestion courante, les moins 4,5 millions dont je vous parlais sur la vue générale. Et là, on retrouve bien sur la 4e ligne, donc immédiatement en dessous du chapitre 65, le transfert de prévision des contributions de la région pour les transports scolaires sur le budget annexe transport. Bah ouais, si on transfère les recettes, il faut aussi qu'on transfère les dépenses, ce qui est logique. Donc, vous retrouvez le pendant de ce que vous aviez en recettes tout à l'heure. Et puis, une augmentation quand même de la subvention d'équilibre au budget transport en attente de voir ce que va faire entre autres notre recours sur concernant la TVA sur ce budget transport. On a mis pour l'instant une somme de 131 000 pour une enveloppe d'aide aux associations. Cette enveloppe ne sera maintenue bien sûr que si on a la possibilité de le faire et si les choses ne se durcissent pas d'ici là. Auquel cas, autrement, on en parlera peut-être, mais quand on aura une décision modificative. Aujourd'hui, il y a plusieurs élus qui travaillent sur ce sujet, sur les modalités d'attribution, et je pense qu'ils reviendront vers nous en temps et en heure, si besoin. Je voudrais m'attarder un peu sur la ligne qui est juste en dessous, qui est la contribution au SDIS.
Alors, Michel Robin nous avait déjà parlé l'année dernière en nous alertant sur le gros dérapage du SDIS, déjà l'année dernière. Mais là, vous voyez, quand on se plaint tout à l'heure de 600 000 euros de prélèvement de l'État sur notre compte, hein, d'imponction, là, on est quand même sur 350 000 euros de plus sur le SDIS. Alors, vous me direz, c'est la sécurité de tous. Mais suite à une remise à plat du mode de calcul qui a été fait entre les différentes intercommunalités du département, on va dire que on n'y retrouve pas nos petits au jour d'aujourd'hui, et en tout cas, on a une hausse très forte, et on nous annonce déjà que l'année prochaine, ça continuera. Tu veux nous en parler, Michel? Oui, bon, cette hausse, donc, elle est due essentiellement comment dire, rattraper Saint-Étienne. Plus Saint-Étienne, les gens payaient 84 € en gros par personne. Et nous, Loire-Forêt, on payait 23 €. On est dans les communes de participation les plus basses. Donc, ils ont voulu à tout prix qu'on fasse une certaine augmentation pour essayer un peu de les rattraper. En sachant que le prix moyen par habitant est de 44 € pour les secours qui sont prodigués dans la Loire. Donc voilà, et puis donc moi j'étais contre, bien sûr, mais étant seul contre tous, moi excusez, mais c'est difficile de tenir. Donc voilà, j'ai dû céder. Merci, Michel, pour ces précisions. Ah, il y a une question, si, une autre. Ah non, si. Oui. Oui. Allez-y, oui. Oui, s'il vous plaît. Au chapitre des dépenses, Oui. au moment où on traque toutes les dépenses superflues, il me paraît pas inutile de revenir sur notre contribution au financement des déficits récurrents de l'aéroport. Oui, j'entends bien que c'est oh là là. Je rappelle que une liaison aérienne avec Béjaïa en Algérie est annoncée par une compagnie, l'ASL Airlines, alors que des offres similaires existent aujourd'hui, Transavia, Air Algérie sur Saint-Exupéry. Cette compagnie va bénéficier d'une exonération de 75% des redevances aéroportuaires, ainsi que des frais de publicité. Ceux-ci, bien entendu, seront pris en charge par les différentes collectivités qui participent au SMAZEL, notamment en ce qui nous concerne, en l'espèce 60 000 €. Est-ce que vous êtes vous-même le premier à dire, et vous avez raison, qu'on ne peut faire qu'avec ce qu'on a? Aussi, trouvez-vous normal que l'on fasse de tels cadeaux inutiles dans un contexte budgétaire contraint tel qu'il est actuellement? Je complète juste ma question pour vous permettre d'anticiper la réponse. Lors du précédent débat d'orientation budgétaire, l'année dernière, nous étions déjà confrontés au tonneau des Danaïdes du syndicat mixte d'aéroports de Saint-Étienne-Loire, c'est-à-dire le SMAZEL. C'est M. Lardon qui nous y représente aujourd'hui. Malheureusement, il n'est pas là. Vous vous étiez engagé alors à réexaminer l'implication de Loire-Forêt au sein de ce syndicat. Le département, qui est le principal actionnaire, annonce vouloir baisser de 15% sa contribution au financement du déficit. Le moment ne vous paraît-il pas opportun de revoir notre participation à ce syndicat? Voilà, ça c'est ma première question et j'en aurai une deuxième tout à l'heure au niveau donc de la conclusion sur le rapport d'orientation budgétaire. Merci. Bon, oui, donc chaque année on aura toujours le même laïus. 130 000, 110 000, vous dites que le département baisse de 15%, c'est ça? Eh ben ça tombe bien, nous aussi. Parce que le 130 000 à 110 000, la baisse de 20 000 que vous avez sur la ligne, ça représente les 15%. Donc, comme dans un syndicat, on est tous liés les uns avec les autres, s'il y en a un qui baisse, eh ben, tout le monde baisse du même montant. Tout simplement, donc on adapte la voilure, et là vous avez en traduction en chapitre, donc pour 110 000 € au lieu de 130 000, le même impact, la même contribution que ce que le département a annoncé comme baisse. Quand on est dans un syndicat, on est, comme tout à l'heure on le disait pour le SDIS, hein, même s'il y en a un qui n'est pas d'accord, si l'ensemble va dans un sens, bah, c'est la majorité qui remporte. Moi, je lis pas dans ma boule de cristal, je siège pas à l'aéroport,
Et on attendra de voir ce que donnera l'évolution des participations au sein même de ce syndicat. Mais aujourd'hui, ça peut pas être unilatéral et on peut pas dire du jour au lendemain qu'on se désengage quand on est liés les uns avec les autres. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quel syndicat. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Compléter. Quand vous parlez de majorité qui l'emporte dans Oui. un syndicat, il se trouve que, justement, avec le département, Loire-Forêt-Agglomération, vous avez la majorité. Voilà, c'est juste à titre de rappel. Non mais attendez, alors, on va pas tourner autour du pot. Dans le syndicat de l'aéroport, Loire-Forêt n'est pas majoritaire. Ou alors, il y a quelque chose que j'ai pas vu passer. L'aéroport, il est à Andrézieux-Bouthéon, très bien. On a chacun une contribution en fonction de l'importance des collectivités. Voilà. Après, si vous pensez que la voix d'un représentant de Loire-Forêt au sein même du syndicat peut faire basculer l'ensemble de la stratégie, moi, je crois plus au Père Noël, mais bon, si, presque, parce que je vais en Laponie ce week-end. Donc, si vous voulez, je lui en toucherai 2 mots en même temps. Je dis qu'avec le département qui baisse sa contribution de 15%, Nous aussi. si vous baissiez votre contribution de 15% et si vous souhaitiez avoir la majorité sur cette option, vous l'aviez avec le département. Mais Je non. rappelle que le département C'est pas à comme ça que ça marche. 47%, vous avez 7. Non, Au Monsieur total, Peslon, ça fait 54. Monsieur Peslon, Oui, monsieur. manifestement, alors par contre, Bonjour, désolé, président. bonjour à toutes et tous, désolé de mon retard. Je sais pas si tu as dit la raison, mais il y a l'Opéra de Lyon qui était sur la place Bouvier et je devais être là pour le lancement. Donc désolé et merci Olivier d'avoir répondu. Sur cette question, peut-être apporter quelques éclaircissements. Ce syndicat est un syndicat fermé sur l'aéroport, sur lequel, à partir du moment où une collectivité vote un budget, tel que le département l'a fait, et d'une réduction, les statuts de ce syndicat disent que nous sommes liés par le pourcentage de contribution. Ce n'est pas une question de majorité ou de minorité, c'est une question de statut. À partir du moment où il y a une contribution du département de Loire-Forêt, les autres s'alignent en pourcentage. Donc c'est pas une question de majorité ou pas, c'est une question de statut. Donc en l'occurrence, automatiquement, le budget baisse de 15. Le débat sur l'aéroport aujourd'hui, il existe. Il existe complètement. Personne ne peut l'ignorer. Il y a une association Forêt Agir qui s'est saisie de ce sujet. Cette même association s'est saisie du sujet sur le train. Les contributions participent. Il y a des réunions publiques organisées. Le débat existe. Donc moi je veux bien qu'on fasse le débat sur le débat, mais il arrive un moment où voilà. Donc là on est sur Europe. La question a été posée, la réponse a été apportée. Monsieur Joly. On va donner la parole. Pardon. Merci. Dans ces différentes évolutions de chapitres également, au-dessus de l'aéroport, mais on l'a survolé pour le coup, on a une baisse de 168 000 euros de nos participations à la ZAIN, pas très loin de l'aéroport pour le coup, mais comme les terrains commencent à être commercialisés, on n'a plus besoin de mettre de sous sur cette ZAIN. Ça va même commencer sans doute à nous en rapporter. Voilà pour ces différents gros chapitres, mais il y a un chapitre sur lequel on ne s'est pas encore attardé, qui concerne le chapitre des frais de personnel. Les frais de personnel, donc, qui devraient évoluer de 783 000 euros, plus 4,1, et qui se décomposent en glissement vieillesse technicité pour l'ordre de 25 000 euros, les assurances statutaires pour 84 000 euros, le CNAS et les tickets restaurants également pour 5 000 euros, quelques incidences de création de postes pour 347 000 euros, des agents non affectés à un service entre 2024-2025 qui se trouvent affectés donc sur le bon service pour 50 000 euros de plus, et des incidences de nouveaux postes, dont les postes du Petit Bois, 145 000 euros sur les 200 000, tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'avait plus de piscine depuis à peu près 2 ans
sur ce site du Petit Bois, comme il doit rouvrir au dernier trimestre, bah, faut bien payer au dernier trimestre les personnes qui feront tourner le Petit Bois. Vous a mis en rouge en dessous un gros rappel, pour tous d'ailleurs, c'est l'évolution de la CNRACL, la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, qui devait augmenter de 4 points sur 3 ans. Les sénateurs sont passés par là, l'ont lissé sur 4. Donc on a 3 points d'augmentation sur 4 ans. Ça se traduit comment pour notre collectivité? Bah, par 174 000 € de plus de cotisations par an, mais qui vont s'additionner chaque année. 174 cette année, 1000 €, 174 000 € en plus l'année d'après, donc on sera sur du 348, et on sera à 700 000 € dans 4 ans d'augmentation. Ça s'additionne chaque année. Concernant cette slide, chaque année, je vous fais un rapport entre le montant total des dépenses de frais de personnel, le chapitre 12, donc qui est à 19,6 millions pour 2025. On a des recettes de personnel avec tous les contrats aidés, les prises en charge sur des contrats divers ou des partenariats que l'on noue. Donc au lieu de 19,6 millions, si on enlève ces 6,8 millions directement affectés en recettes de personnel, on est sur un total de dépenses de personnel de 12,8 millions contre 12,3 millions l'année dernière. Si on rapporte ça aux dépenses réelles de fonctionnement, soit 59,9 millions, on est sur un ratio net de personnel identique par rapport à l'année dernière. Sauf que quand on a fait ce calcul-là, on n'avait pas encore la CNRACL qui est tombée. Donc, en fait, si on applique les 3 points d'augmentation cette année sur ce calcul-là, on n'est plus sur un ratio de 21,4, mais un ratio de 21,6. Avec la Caisse nationale de retraite. Voilà pour le budget général sur le fonctionnement. Avant de passer aux investissements, aux APCP, choses comme ça, est-ce qu'il y a des questions sur le fonctionnement? Non. Alors, je vous propose de faire un point sur les APCP. Les APCP, vous savez, c'est les gros projets, les autorisations de programme auxquelles on associe des crédits de paiement qu'on peut étaler sur plusieurs exercices. Sur le budget principal, le premier sujet abordé, c'est le PLH à 87. Non, c'est le PLH maintenant à 84. On va l'adapter, puisqu'on se remet à la page. Donc, ce PLH, on inscrit pour cette année 1 630 000 €. Deuxième gros sujet en APCP cette année, le musée de l'Orée. Le musée de l'Orée, c'est un programme qui, vous le voyez, on l'a mis dans la colonne de gauche, coûte 3 940 000 €. Et nous inscrivons pour 2025 3 100 000 €. Alors, 3 100 000 €, vous allez me dire, c'est quand même beaucoup, mais vous a rajouté dans la colonne de droite les restes à charge, c'est-à-dire que les subventions qu'on en récolte sur le musée de l'Orée, qui sont de l'ordre de 2,4 millions, plus le FCTVA qui est estimé à ce jour à 580 000, devrait nous amener à un reste à charge pour la communauté d'agglo de Loire-Forêt, un reste à charge de moins de 1 million €, puisqu'il serait de 968 000. Concernant la PCP de la piscine du Petit Bois, avec une autorisation de programme à 13,9 millions, nous inscrivons en 2025 10 150 000 €, avec des subventions récoltées de l'ordre de 5 860 000 €, un FCTVA estimé à 2 052 000 €, ce qui fait que le reste à charge par rapport aux 13,9 millions est de l'ordre de moins de 6 millions sur l'opération de la piscine du Petit Bois. Concernant le budget d'assainissement, la grosse opération de 2025, avec une autorisation de programme initiale à 1 775 000 €, c'est la station de Luriec, avec un crédit de paiement de l'ordre de 1 million €. Sur les 1 775 000 €, on récolte un peu plus d'1 million de subventions, on n'a pas de FCTVA, ce qui fait qu'il reste à charge sur la station de Luriec pour LFA, il nous reste un reste à charge de 700 000 €.
Enfin, sur le budget d'eau potable, la grosse opération, c'est la station du Pleuvet avec une autorisation de programme de 5,2 millions. On inscrit un crédit de paiement pour 2025 de 2,2 millions. Et là, par contre, on n'a pas grand-chose en subvention et rien en FCTVA, ce qui fait qu'il nous reste encore un gros reste à charge sur l'eau potable. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Alors, on avance sur un état de la dette et de notre trésorerie. Vous avez compilé sur cette slide d'abord à droite le capital restendu, les 124 millions qui sont affichés et qui sont constitués de 270 financements différents. Je vous rappelle que voilà 2-3 ans, on avait négocié avec le Crédit Agricole pour racheter un nombre de crédits conséquent, au bon moment d'ailleurs, en avoir déjà un petit peu moins, mais on va attendre que les taux baissent pour pouvoir refaire d'autres opérations parce qu'on n'est pas en position de force pour le moment. Sur la troisième ligne, vous avez la durée de vie résiduelle moyenne qui est de 18 ans et 1 mois. Et juste en dessous, vous avez le taux d'intérêt moyen de nos crédits au jour d'aujourd'hui qui sont donc de 2,01. C'est un taux de crédit relativement intéressant aujourd'hui. Et vous le voyez en face, 82% de nos crédits sont à taux fixe pour 17% de taux variable. Ensuite, si vous voulez qu'on avance un petit peu, on est sur la répartition par budget. Vous avez 3 couleurs différentes, du bleu, du violet, du mauve. En fait, ce qu'il faut retenir à peu près, c'est que notre dette se répartit en un tiers sur de l'assainissement, à peu près un tiers sur le budget général et à peu près un tiers sur le budget de l'eau. Voilà, à 1% près. Ensuite, si on continue encore également à zoomer, je vous disais 82% de taux fixe. Sur la première ligne, vous voyez 82% de taux fixe, et ben nos crédits à taux fixe, ils sont même pas à 2%, ils sont à 1,59. 82% de nos emprunts sont à taux fixe et en moyenne à 1,59%. On a privilégié le taux fixe quand les taux étaient bas. Et le taux variable, on va le chercher quand les taux sont hauts. Et aujourd'hui, même quand on fait des cotations avec nos partenaires financiers, on nous propose même pas de fixe en ce moment. On nous propose que du variable. Et nos taux variables, vous voyez, sont quand même un petit peu plus chers. La slide d'après montre qu'on a réparti un peu plus que par le passé, puisqu'on a des différents intervenants maintenant. On a du crédit foncier, du crédit agricole, de la caisse d'épargne, de la BP Loire-Haute-Loire. Voilà, on a un petit peu de tout. Et juste dans la slide qui suit également, quelques informations sur des opérations qu'on a fait cette année, l'année dernière en 2024. On a fait des remboursements anticipés temporaires, notamment sur un emprunt qui nous a permis d'avoir un gain financier quand même de l'ordre de 75 000 €. Donc on a un vrai travail au sein de notre direction financière qui nous permet d'optimiser toutes ces lignes de crédit. Alors une fois qu'on a dit tout ça, en prospective, ça donne quoi? Alors je vais juste vous représenter ce que je vous ai montré l'année dernière, qui était notre prospective présentée au ROP 2024, où on disait que sur la dernière ligne en bas, en 2024, on serait en capacité de désendettement sur 5 années et demie. Puis 8 ans en 2025, puis 12 ans en 2026. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous appuyer 2 fois, parce que sinon, ça va être très lourd. Voilà. Cette année, avec les chiffres que je vous ai donnés, on n'est pas sur 5 années et demie en 2024, on a fait 3,8. On est à 3 années,8, moins de 4 ans de capacité de désendettement. Là où l'année dernière, on vous annonçait 8 ans, on est sur 8 années et demie, donc une dégradation de 6 mois sur 2025. Et sur 2026, là où on vous annonçait 12 années et demie, on est plutôt sur 11 années et des brouettes. Ça veut dire que malgré tout, on tient sur les choses qu'on a annoncées et on s'améliore même un petit peu sur la slide d'après. Vous voyez les deux courbes, non, encore un coup, les deux courbes côte à côte entre ce qui était présenté l'année dernière et ce qui est présenté cette année. Bon, ça reste des taux quand même encore
à affiner, à surveiller. Alors, en tout cas, ça dépendra encore une fois de l'évolution de ce qui nous tombera sur le nez entre cette année, l'année prochaine et dans 2 ans, puisque je vous rappelle que pour faire cette prospective, on est parti du principe qu'on aurait moins de fractions de TVA, qu'on aurait plus de FPIC, enfin, on a noirci le tableau. Mais bon, c'est mieux de noircir que de se dire, zut, on l'a pas eu. Voilà pour cette présentation de la prospective. Oui, il y a 2 questions. Alors. Béatrice Dauphin. Non, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est endormi sur son... Elle n'est pas là. Donc c'est bon. Et Gérard Pesson. Oui, merci. Bon, déjà l'année dernière, ça avait fait l'objet d'un débat, cette courbe qui paraît un peu exponentielle quand même. En 6 ans, en fait, sur le mandat, si on récapitule bien tout ça, notre capacité de désendettement sera passée de 3 à 11 ans. Du fait non, probablement... non, attendez, laissez-moi terminer. Non, 2 secondes, Du fait de l'effondrement de notre épargne de gestion qui a été divisée par 3 pendant le mandat. Je rappelle que l'annuité de la dette est de près de 12 millions. Elle excède d'ailleurs aujourd'hui le total des dépenses d'équipement. Alors, je voudrais juste rappeler, parce que tout à l'heure, vous nous disiez finalement c'est mieux que ce qu'on avait prévu. Effectivement, oui, les 2 courbes se ressemblent quand même étrangement. Je rappelle que la Cour des comptes fixe le seuil de vigilance du désendettement des collectivités locales à 10 ans. Le seuil d'alerte à 12 ans et considère qu'une collectivité locale passe au rouge à 15 ans. Si vous faites simplement une petite régression linéaire sur ces courbes, vous vous apercevez que les 15 ans seront atteints l'année prochaine, enfin en 2027 ou en 2028, mais probablement pas au-delà. Alors vous comprenez qu'au-delà des chiffres, c'est le caractère exponentiel de la courbe qui inquiète. Et ça, d'autant plus qu'aucune mesure significative de réduction pérenne des dépenses n'apparaît au budget. Alors, si à tous ici, et je conclus, nous rappelle quelque chose, et bien que vous ne risquiez pas la censure ici, que comptez-vous faire pour enrayer cette spirale? C'est ça ma question. Monsieur Pesson, je crois que... ou alors vous avez jamais entendu mes robes depuis 5 ans, mais cette courbe, elle n'est pas nouvelle. Chaque année, je dis, notre prospective, on l'a fait en prenant les hypothèses les plus négatives. Donc chaque année, vous avez un glissement de cette courbe. Quand je reprends la slide de l'année dernière, où j'annonçais effectivement l'année dernière 5 années et demie, on fait, pour 2024, on fait 3,8 ans. Parce que je préfère ne pas inscrire 100% du FPIC, je préfère ne pas inscrire 100% des rentrées d'argent et pouvoir les avoir dans le bon sens. Maintenant, je comprends que ça puisse vous émouvoir à chaque fois d'avoir une courbe qui monte, mais cette courbe, elle est glissante. Et puis après, je pense que si vous avez, je suis désolé de le dire comme ça, mais je suis un peu brut de décoffrage peut-être ce soir, mais je crois pas que vous ayez voté contre les budgets que j'ai présentés jusqu'à maintenant. S'ils vous vont pas, on parlait de démocratie tout à l'heure, hein, faut pas la voter. Mais j'ai plus souvenir de votre vote contre sur les budgets que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc la situation que vous décrivez en disant que ça part à volo, c'est pas les habitudes de la maison. Et je pense que l'ensemble de mes collègues vice-présidents autour de moi sont suffisamment conscients de l'implication qu'on doit mettre, de la surveillance qu'on doit mettre sur nos finances publiques pour ne pas faire n'importe quoi. Mais effectivement, cette courbe peut peut-être vous interpeller, mais encore une fois, elle est toujours faite pour montrer ce qui peut se passer en prenant en compte, je reviens encore une fois au début, sur le gel de la fraction de TVA. On l'a gelé cette année et j'ai dit, je prends pour hypothèse l'année prochaine, dans 2 ans, d'en avoir moins. C'est ce que je vous l'ai présenté comme ça. Et ça se traduit avec une dégradation. Alors on peut se faire plaisir, je peux mettre du plus, j'aurais pu rester à 0, effectivement la courbe serait moins haute, mais bon, à un moment donné, un peu de sincérité ne nuit pas.
moi je retiens que fin 2024, les comptes administratifs sont pas encore votés. Nous sommes sur un ratio de désendettement de 3 années 84, moins de 4 ans. On est au pic des investissements, on absorbe toutes les décisions nationales qui nous sont négatives depuis 4 ans, et les intercos, comme les communes, mais les intercos sont particulièrement pas épargnés, et on vous l'a dit, on avance dans le plan de mandat et on réalise ce que nous avons fait en restant en dessous de 4 ans, et la prospective présentée par Olivier intègre l'incertitude nationale que nous vivons tous dans son degré le plus négatif. Et nous avons réussi, t'en parleras tout à l'heure, je te spoil, mais depuis le temps qu'on présente l'Europe, maintenant, c'est la 10e fois ce soir, on sait quand même ce que l'un et l'autre va dire. On arrive à dégager 4,3 millions de fonds de soutien pour les communes. Moi, je veux bien présenter les choses, et on envisage en plus d'essayer de trouver des sous pour aller aider les associations. Alors, à la question, qu'est-ce qu'on fait pour inverser cette spirale? Donc, c'est pour inverser une spirale à venir qu'on n'a pas envie d'avoir. Des tas de questions peuvent se poser. Des tas de questions peuvent se poser, y compris sur la fiscalité. Je rappelle qu'on a un foncier qui est moindre que les autres, qu'on a un versement mobilité qui n'existe pas sur Loire-Forêt. Je viens d'apprendre que sur les collectivités voisines, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on va augmenter les impôts, loin de là, et ça sera un crève-cœur d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, quand on a un gouvernement successif, ou le national successivement, qui est en train de vouloir faire les poches des collectivités qui sont extrêmement bien gérées comme la nôtre, eh ben, moi j'attends les propositions de ceux qui posent la question. Vous voulez que l'on arrête le fonds de soutien aux communes? Vous voulez qu'on arrête le PLH? Vous voulez qu'on arrête le cercle vertueux d'économie d'énergie? Vous voulez qu'on arrête l'ensemble des aides de Faut Respirer? Vous voulez qu'on arrête le plan climat et énergie territoriale? Vous voulez qu'on arrête les orientations des contrats rivières? Vous voulez qu'on augmente la GEMAPI? Je vous signale que si vous regardez vos feuilles d'impôt, vous observez que la GEMAPI diminue individuellement, puisque le montant prélevé est toujours d'1,5 million, mais nous sommes en accroissement de population, et comme c'est une répartition, ce montant diminue. C'est un impôt qui diminue sur Loire-Forêt Agglomération. Donc il arrive un moment où on peut se poser toutes les inquiétudes qu'on veut, et nous sommes inquiets. Enfin, quand on prend la décision à Loire-Forêt avec Olivier de décaler un ROB au stade où on en est, c'est bien parce qu'on veut, au moment du budget, et il y aura des écarts entre ce qu'on vous a présenté ce soir et la réalité budgétaire, puisqu'on attend les décisions définitives. Et dans les décisions définitives, Olivier a dû vous le dire, on attend les retours de nos dotations et les fonds de compensation TVA et tout le bazar. Et c'est des millions. Bah voilà, aujourd'hui, on a chargé la barque avec les millions. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois, on vous présente un 2025 un petit peu plus endommagé que le 2025 d'avant, mais on a tout mis. Et vous verrez dans vos budgets communaux que quand vous allez intégrer la CNRACL, ça va pas être neutre du tout. Moi, je l'ai fait à la ville de Montbrison, ça cogne vraiment. Donc voilà, je crois que on est en responsabilité, vous et nous tous, et bah oui, on trouvera des solutions collectives. Mais il est hors de question d'être dans la spirale. Ça, on est bien d'accord. Olivier. Allez, je reprends et on va donc sur le budget général, la présentation est terminée. Ce que je vous propose, c'est de passer au budget annexe, en commençant par le budget des ordures ménagères. Alors sur les ordures ménagères, on ne touche rien au taux. Il a été voté en 2022 et sont toujours applicables. Par contre, je vous rappelle que sur ce budget annexe, on est là pour le coup, on bénéficie de la dynamique des bases. Donc l'augmentation des bases qu'on estimait à 2%, 1,7 au national, 2% avec notre dynamique,
doit nous amener à une recette supplémentaire de 461 000 euros. Si on regarde nos résultats de clôture avec, en tenant compte du PPI, parce qu'on a un gros PPI suite à la mise en place donc entre autres de la TOMI. On a un PPI de 13,8 millions, on a une évolution des coûts de marché, on a une baisse des tonnages des ordures ménagères de l'ordre de 10%. On a quelques recettes qu'on encaisse de l'ADEME pour 1 million, un peu plus d'1,3 million en fonctionnement et pour presque 800 000 en investissement. Donc tout ça nous amène à un équilibre qui devrait s'opérer en 2025 autour de 1,8 million, 1,8 million, 1,9 million, on va dire, et 2 millions 100, 2 millions 2 l'année prochaine. Et ça intègre aussi la déchetterie de Noir-Étable. Y a-t-il des questions sur les ordures ménagères? Pas de questions. Sur l'assainissement, on est sur des tarifs qui a été votés en 2023 et qu'on fait progresser de 2% par an depuis 2024. Là, la seule chose qui est slide d'après, qui est prise en compte, c'est les dépenses d'équipement. Et vous voyez qu'on ne baisse pas sur nos investissements concernant l'assainissement, puisqu'on est sur des investissements de l'ordre de 6 676 000 pour 2025, hors taxe. Et là, ça nous fait un résultat de clôture en 2025 qui s'établira autour de 2 millions 2, 2 millions 3. Donc, un budget un petit peu plus tendu que les autres années. Et enfin, en dernier lieu, concernant le budget annexe de l'eau potable, avec des tarifs qui continuent leur lissage jusqu'à 2026 pour arriver à un tarif cible de 80 € de part fixe, de 28 de part variable et 0,05 de redevance de prélèvement. Si on appuie encore sur la slide qui suit, on continue à investir sur l'eau de manière très forte en 2025, puisque là, on est sur un peu plus de 9 millions d'investissements sur l'ensemble de notre collectivité, avec un résultat de clôture qui devrait s'équilibrer autour du même niveau que cette année, autour de 2 millions d'euros, et l'année prochaine également toujours du même niveau à 2 millions 2. Y a-t-il des questions sur ces budgets annexes? Pas de questions. Pour compléter ce robe, on en parlait tout à l'heure, un petit rappel sur le fonds de soutien qui a été mis en place. On l'a adapté au fur et à mesure, on peut appuyer encore un petit coup. On avait mis 3 millions d'euros initialement, on a abondé au mois de mai dernier pour le porter à 4 millions 3. On a, si on rappuie encore, parce que vous le connaissez un peu par cœur, mis en place 3 enveloppes. Une enveloppe pour les communes de moins de 500 habitants, une enveloppe pour les moins de 2000 et une enveloppe pour tout le monde. Et si on fait un point d'étape au jour d'aujourd'hui, encore un petit coup. Voilà, on est à 57% de consommation de l'enveloppe numéro 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous reste 86 000 euros pour les communes de moins de 500 habitants à aller chercher. N'hésitez pas à déposer votre dossier. On est en février. Je vous rappelle, je le dis à chaque fois, mais je le redis à nouveau, en décembre, il sera trop tard. C'est maintenant ou c'est maintenant? Sinon, Paul Duchamp va tout piquer. Non, ça marche pas comme ça, président. Non. Mais ça serait dommage de laisser passer. Voilà, 57%, c'est voilà, ça veut dire qu'il y a une moitié qui l'a utilisé. Je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas encore utilisé cette somme, que ceux dans les communes de moins de 500 qui l'ont utilisé parfois pour changer l'ordinateur de la secrétaire de mairie, l'ont utilisé parfois pour acheter une tondeuse, l'ont utilisé parfois pour une armoire ignifugée pour conserver les actes d'état civil. Voilà, c'est une obligation légale, mais par contre ça coûte la peau des fesses. Pour une commune de 500 habitants, avoir une participation pour pouvoir payer ce matériel, c'est de bonne loi, donc allez-y.
Sur l'enveloppe numéro 2, elle est consommée à 65%. Il reste 375 000 euros de droits de tirage sur cette enveloppe. Et l'enveloppe numéro 3, bah alors là, c'est celle qui a connu le plus de succès, celle qu'on a déjà amendée. Vous voyez qu'elle est à 88%. Il reste que 355 000 euros. Et je pense que, par contre, dans celle-ci, il manquera des sous. Parce que vous êtes beaucoup plus rapide à aller chercher dans l'enveloppe 3 que dans les autres. En clair, il nous reste 816 000 euros à dépenser sur le fonds de soutien aux communes. 816 000 euros, début février, il vous reste plus que 10 mois. C'est plus suite process. Pour accoucher un projet. Ouais. Voilà ce que je pouvais vous dire, parce que la dernière partie sur les dépenses de personnel, tu en as parlé tout à l'heure dans le rapport de mutualisation. C'est un rapport, donc il suscite le débat. S'il y a d'autres choses que vous voudriez dire ou échanger, c'est le moment. Eh ben merci. Merci Olivier. Ben, du coup, on poursuit avec Yves Martin sur un dossier de la commande publique. Merci Président, bonsoir à toutes et tous. Ce soir, un seul marché, qui est d'ailleurs en renouvellement, c'est le marché d'exécution de services de transport public non urbain de personnes par autocar sur le territoire de l'Orphorin Agglomération. Il y a 2 lots dans ce marché. Le lot numéro 1 qui est la ligne L31 Montbrison-Chalmazel avec un fond de ligne et des doublages scolaires, et le lot 2 qui est la ligne L32 Montbrison-Saint-Bonnet-Château avec également un fond de ligne et des doublages scolaires. Il y a une partie à prix forfaitaire pour les missions principales de transport et une partie à prix unitaire pour un montant maximum de 10 000 euros hors taxes correspondant à des missions ponctuelles. Le marché commence à compter du 25 août 2025 pour une durée de 5 ans. Nous avons reçu 3 réponses pour ce marché, 2 pour le lot numéro 1, 3 pour le lot numéro 2. L'estimation est de 671 566 euros hors taxes pour le lot numéro 1 et 464 400 euros hors taxes pour le lot numéro 2. Ceci par an, bien évidemment. Les critères de jugement sont le prix 60% et la valeur technique 40%. Et il est proposé au Conseil communautaire d'attribuer le lot numéro 1 à l'entreprise Car Rochette pour un montant global et forfaitaire annuel de 566 772 euros hors taxes et le montant de prix unitaire de 10 000 euros hors taxes pour Maximol, et le lot numéro 2 au Car Philibert plus Voyage C-Siècle, c'est une association de 2 transporteurs, pour un montant global et forfaitaire annuel de 449 034,74 euros et pour un montant total prix unitaire de 10 000 euros hors taxes. Y a-t-il des questions? Bien, je vous propose de voter. Si vous en êtes d'accord, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité. Eh bien, on poursuit avec un dossier présenté par Jean Magrange sur, je crois, la piscine Petit Bois. J'arrive. Je pense. Ah. Voilà. Voilà, ça y est, bonsoir à tous. Je vais vous faire sourire avec mes petits montants, mais il en faut de temps en temps. Vous avez pu le lire. On a fait le choix de moderniser un petit peu plus que prévu les casiers à la piscine du Petit Bois pour faciliter le parcours des nageurs, éviter des vols parce que c'est un peu le souci, et surtout se baisser un peu le coût d'exploitation pour les années à venir. Juste un chiffre en regard. Qualude, depuis 4 ans, là, on y met à peu près 2400 euros par an de dépenses. Avec les casiers connectés, on vise à peu près 300 euros. C'est 300 casiers connectés, 1 euro le casier connecté. Donc tout ça, l'idée c'est d'acheter ces casiers connectés. En fait, c'est simplement la plus-value de la partie connexion. Pour 20 880 euros hors taxe, ça a été négocié. La commission d'appel d'offres a déjà acté de cette et a émis un avis favorable.
Et pour tout vous dire, je crois que ça représente 0,18% du montant des chantiers hors taxe, et tout ça c'est financé bien sûr dans le cadre de l'APF dont parlait tout à l'heure Olivier. Donc, il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver la modification numéro 2 du marché de travaux de construction de la piscine du Petit Bois, située sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, lot numéro 17, cloisons et équipements mobiliers, et d'autoriser le président ou son représentant à la signer. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Parfait, on poursuit avec, merci Jean-Marc, on poursuit avec Patrick Ledieu. De quoi? Non, mais c'est pas grave, appuie sur ton bouton, Patrick. Parfait. Parfait. Bonsoir à tous. Vous allez être déçus, mais je vais pas vous parler de PLUI ce soir. On va essayer de faire un petit peu plus court avec la modification de la composition de la commission locale des sites patrimoniaux remarquables intercommunales, la fameuse CLSPRI. Le conseil communautaire a installé une CLSPR intercommunale pour les 6 sites patrimoniaux remarquables en vigueur sur son territoire. Il s'agit de Montbrison, de Chandieu, de Légneux, de Saint-Bonnet-le-Château, de Saint-Marcel-en-Forêt, de Saint-Just-Saint-Rambert. Les membres étant désignés nommément, il est proposé de modifier la composition de cette CLSPR intercommunale en nommant Monsieur Robert Rogeff, 4e vice-président délégué au tourisme, titulaire au sein du collège d'élus, en lieu et place de Monsieur Pierre-Jean Rochette. Il est également proposé de remplacer Madame Lisiane Terra, suppléante pour le pays d'art et d'histoire au sein du collège des personnalités qualifiées, par Madame Julie Yahi-Larian. Il est donc demandé au Conseil communautaire de bien vouloir valider la nouvelle composition de la commission locale des sites patrimoniaux remarquables intercommunales. Y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. Bien, on poursuit avec Stéphanie Fayard. Merci Patrick, sur un sujet rivière. Bonsoir à toutes et tous. Donc, il s'agit ce soir de bien vouloir valider l'accord de territoire sur le bassin versant de l'Aix et Isable, porté par la Roannaise de l'eau avec le soutien financier de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, nous adhérons à la Roannaise de l'eau depuis le 1er janvier 2024 pour la compétence GEMAPI pour les 9 communes du bassin versant de l'Aix et de l'Isable, ancien contrat territorial Val-d'Aix et Isable. Donc, cet accord de territoire a une durée de 3 ans et un montant total d'action d'1,5 million d'euros. Cet accord de territoire porté par la Roannaise de l'eau, c'est la structure animatrice et coordinatrice pour le compte des 4 PCI, Val-d'Aix et Isable, Forêt-Est, Pays d'Urfé et donc Loire-Forêt Agglomération pour 9 communes. Ce programme d'action a été construit de manière à répondre à la directive cadre sur l'eau et les actions sont communes à l'échelle du contrat et certaines actions sont spécifiques sur le territoire de Loire-Forêt Agglomération, notamment le conseil au niveau des propriétaires de plans d'eau, les suivis d'érosion et sur l'année 2026 et 2027, la restauration de la répisylve au niveau de Lonzon. Le budget restant à charge à Loire-Forêt Agglomération est estimé à 180 000 euros TTC pour 3 ans, soit 60 000 euros environ annuels. Je vous demande de bien vouloir approuver les enjeux inscrits dans l'accord de territoire et d'approuver les actions sur le territoire de Loire-Forêt Agglomération inscrites dans cet accord. Y aura-t-il des questions ? Oui, bonsoir. Je vois quand même que sur 3 années, là, vous conseillez les propriétaires de plans d'eau. Je crois qu'ils seront bien conseillés parce que sur 3, les programmes c'est les mêmes. Hein. Donc c'est pas très original quand même. Je pense qu'il y a 2 actions à voir.
Alors, si vous aviez suivi l'ancien contrat territorial, un grand volume d'actions avait été notifié, sauf que 2,4% du contrat a été réalisé. C'est pour ça que la Rouennaise de l'eau va porter ce nouveau contrat territorial. C'est pas une nouveauté, mais qui n'a pas été réalisé sous l'ancien contrat territorial. Donc là, il va être mis en action et on va mettre les moyens pour que ce soit réalisé. Ça, c'est la nouveauté. Y aurait-il d'autres questions? Y aurait-il des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie pour cette unanimité. C'est vrai qu'il est important de préciser que les délibérations, c'est quand même mieux quand elles sont appliquées. Sinon, on redélibère pour qu'elles soient à nouveau appliquées. Et donc, j'en profite de l'intervention de Stéphanie pour dire que, à travers les investissements, etc., parce que j'y reviens, Loire-Forêt Agglomération est plutôt bien remarqué par l'ensemble des entreprises parce que les engagements que nous prenons sur les investissements sont tenus. C'est-à-dire que nos taux de réalisation sont plutôt bons. Donc, quand on annonce des chiffres, on aime bien les réaliser. Et merci Stéphanie d'avoir précisé que quand on change des fois le porteur de projet, il se trouve que ça se passe mieux. Marie-Gabrielle Pfister, sur une notion d'environnement. Oui, pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci, je serai un peu moins ludique. Je ne vais pas vous passer une vidéo. Ce sera un peu plus formel. Nous avions déjà parlé de l'action Plantons en forêt. Des conventions ont été signées avec les propriétaires des exploitations agricoles pour planter ces haies. Et là, je vais vous demander d'approuver la convention, une nouvelle convention qui était jointe au document, qui sera signée de manière à pouvoir entretenir une convention entre les propriétaires et l'agglomération. Y aurait-il des questions? Y aurait-il je soumets au vote, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Merci Marie-Gabrielle. Pierre Giraud, sur une convention entre SEM et LFA. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. Donc il s'agit là aussi d'un renouvellement de convention que nous avons avec Saint-Étienne Métropole concernant quelques propriétés qui se situent à la limite de nos deux territoires. Donc dans un sens, il y a SEM collecte 2 habitations, il se trouve qu'elles sont sur Chamble, parce que leur circuit de collecte est beaucoup plus près que celui qui existe pour LFA. Et dans l'autre sens, ça concerne surtout des communes aux alentours de Saint-Bonnet-le-Château. Il y a 8 habitations qui seraient connectées par SEM. Donc pour pouvoir réaliser ces collectes, on a besoin de renouveler une convention. Et vous avez vu que l'enjeu financier se situe à peu près à 5 000 € dans le sens SEM Loire-Forêt. Donc, par rapport à un budget de 14 ou 15 millions, je crois qu'on n'a pas de difficulté sur ces 2 conventions. Est-ce qu'il y aurait des remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Bien, on poursuit par une délibération qui concerne notre collègue Éric Lardon, conseiller communautaire, vice-président, mais conseiller communautaire, qui dans le cadre d'une réunion a eu un accident grave. Accident après enquête. Définition d'un accident, aucune co-responsabilité. Donc, selon un article des collectivités territoriales, eh bien, Loire-Forêt Agglomération est responsable de ce qui se passe, au même titre que ce que vous avez pu avoir dans vos personnels communaux ou autres. Autrement dit, en l'occurrence, en attendant que les différentes strates d'administration, assurance et autres règlent les problèmes administratifs, il convient d'avancer les frais sur le clos Champirol. Et c'est la délibération qui vous est proposée. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, il y a des questions. Alors, Pierre Verdier.
Oui, donc l'agglo est bien assurée pour ce risque-là. L'agglo est assurée. Maintenant, reste ce que les assurances regardent de plus près. Et ça prend du temps. Donc, Julien Ronzier. Juste une question, enfin, ce point me fait avoir une autre question. Moi, je suis pas contre le principe, hein, je serais d'accord pour voter ça, hein. Il n'y a aucun souci, surtout que son accident était plutôt grave. Donc, mais ça me fait donc une autre interrogation, c'est que, bon, je vois que les montants sont quand même importants, et on a vu qu'il était quand même régulièrement absent. Comment peut-il faire pour exercer ses missions pleinement là? Et au niveau de son indemnité de vice-président, comment ça se passe? Je suis même très étonnamment étonné de la disponibilité d'Éric Lardon actuellement. Compte tenu de ce qu'il vit aujourd'hui, sa présence en visio, les rendez-vous qu'il fait en fauteuil et sa présence au final terrain, compte tenu des circonstances, je vous avoue, et compte tenu de ce qu'il a subi, je vous avoue que je ne suis pas sûr, je suis même plutôt admiratif de la force de caractère qu'il a. Voilà, Pardon? Voilà. Elle est posée, j'y réponds. Pardon, René François. Ouais. Ou pas Oui, alors moi, simplement, à la lecture de cette délibération, je me suis simplement posé la question, avant de prendre rendez-vous avec mon assureur, comment nous, sommes couverts dans le cadre de nos activités lorsque nous participons à des réunions ou des commissions pour l'agglo. Vous avez c'est exactement pareil qu'avec votre municipalité. Vous avez une fonction d'élu, vous avez pris une assurance qui a plein de petites lignes. C'est extrêmement complexe. Je ne vais pas vous apprendre à vous que c'est quand même extrêmement complexe aujourd'hui. Et quand vous avez des sinistres communaux comme des sinistres intercommunaux, voilà, vous découvrez au moment des sinistres de la façon dont vous êtes assuré, y compris peut-être à titre personnel. On est dans cette configuration-là. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de l'unanimité. On poursuit avec Patrick Romestin et le tableau des effectifs. Oui, c'est principalement des suppressions-créations. Tout d'abord, un poste de chargé de mission stratégie habitat qui est vacant aujourd'hui suite à une mutation externe. Et au regard de la nouvelle organisation mise en place, il est proposé de supprimer le poste de catégorie B et de créer un poste en catégorie A sur le grade d'attaché. Ensuite, nous avions délibéré au mois d'octobre concernant des modifications de temps de travail pour un agent d'accueil de déchetterie. Et par contre, une erreur s'était glissée justement. Nous étions passés de 1 ETP à 0,8 et la proposition, c'est de repasser de 0,8 à 1 ETP. Ensuite, un poste de coordonnateur archive. Donc, l'agent qui était sur ce poste a fait valoir ses droits à la retraite. Il a aussi, au regard de la nouvelle organisation qui est mise en place, il est proposé de supprimer le poste de catégorie B et de le recréer en catégorie A. Ensuite, c'est un poste de technicien coordonnateur voirie. Là, c'est suite à la réussite de concours. Donc, l'agent est inscrit sur la liste d'aptitudes. La proposition, c'est de supprimer le poste de catégorie C et de le créer en catégorie B. C'est la même chose pour le poste suivant, le poste de technicien coordinateur SPANC. Là aussi, c'est suite à une réussite au concours. La proposition, on supprime le poste de catégorie C et on le crée en catégorie B. Ensuite, un poste de gestionnaire référent budgétaire et comptable. Là, un travail a été mené sur la nouvelle organisation de la direction des finances. Et la proposition pour la mise en place de cette nouvelle organisation, la conséquence, c'est de supprimer le poste de catégorie C et de créer un poste de catégorie B. Ensuite, c'est une création de 4 contrats de projet référents en livraison concernant la TOMI.
nous avions confié à l'entreprise TDS la livraison des nouveaux bacs d'ordures ménagères. Et il s'avère aujourd'hui qu'il reste, le marché est arrivé à échéance financière à la fin de l'année, il s'avère qu'il reste encore environ 20% de distribution à faire. Et là, il va falloir aller chercher, si on veut faire un comparatif, c'est un petit peu comme le déploiement de la fibre. Là, aujourd'hui, on va aller chercher sur les habitats collectifs, dans les collectivités et tout. C'est là vraiment du travail à la dentelle, on peut dire, hein, du travail de dentelle. Ah. C'est sympa. Et donc, la proposition qui vous est faite, donc, c'est de créer ces 4 contrats de projet au lieu de relancer un marché qui aurait pris du temps et qui nous aurait coûté certainement plus cher eu égard au tarif précédent. Et ensuite, l'un des derniers points, c'est la promotion interne des secrétaires généraux de mairie. Donc, en fin d'année est paru donc l'arrêté du président du centre de gestion qui permet cette voie de promotion alternative de faire accéder 8 agents du service commun de secrétaire de mairie. Donc là aussi, il est proposé de supprimer 8 postes en catégorie C et de les recréer en catégorie B. Et pour terminer, c'est des modifications d'échelon concernant 7 postes que vous avez sur la note. Et tout simplement pour vous dire que toutes ces modifications n'ont pas véritablement d'impact financier puisque c'est une non-dépense d'un petit peu plus de 5 000 € qui est réalisée sur ces modifications d'échelon ou ces suppressions, création de postes. Voilà. Y aurait-il des questions ou des remarques? S'il n'y en a pas, non. Je vous propose de passer au vote. Qui serait contre? Ah, une question, pardon. J'observe que sur l'exercice au niveau du budget, on a en effectif 43 départs et 59 arrivées. C'était dans les tableaux de tout à l'heure. Ça fait plus 16. Donc je vois pas là une régression. J'observe également qu'on est quand même déjà à 500, plus de 500 postes ouverts au niveau de Loire-Forêt Agglomération. 502 précisément, soit en équivalent temps plein 475. Alors, ça recoupe la remarque que je faisais tout à l'heure concernant la nécessité de se poser la question de la dépense et de trouver des solutions pérennes pour limiter cette dépense par rapport aux évolutions que nous observions tout à l'heure sur les courbes, notamment en matière de courbes de désendettement. Voilà. Donc c'est une simple remarque, ça n'est pas une question. Oui, ben vous voyez, Monsieur Peslon, effectivement, au lieu d'externaliser, on aurait pu le faire sur les 4 postes qui vous sont proposés au vote ce soir. On aurait pu les externaliser, effectivement, c'était 4 dans les effectifs en moins. On est bien d'accord. Par contre, c'était des coûts en plus. Monsieur Peslon, 3 remarques. Alors, sur quoi, s'il vous plaît, je vous renvoie une question. Vous vous basez pour dire que cela vous paraît excessif et que c'est une source d'économie. J'imagine que votre question est appuyée, donc je vous pose cette question. Si vous n'avez pas la réponse, vous me dites que vous n'avez pas la réponse, mais sur quoi vous vous basez? D'accord. 500. Rouen Agglo, 450 à l'agglo, 450 à la ville, avec énormément de mutualisation. On n'a pas l'équivalent chez nous. Je ne vais pas comparer à Saint-Étienne Métropole. CCFE, 230 agents, 42 communes, 65 000 habitants. Ils n'ont pas la compétence assainissement, ils n'ont pas la compétence eau potable. La communauté de communes d'Ambert-Livradois-Forêt, 58 communes, 28 000 habitants, 244 agents. Les charges de personnel représentent 43% du budget de fonctionnement. Nous sommes aujourd'hui à 20% de budget de fonctionnement sur nos charges de personnel. Je crois que il faut mettre derrière des chiffres de nombre de personnel. C'est une question qui revient très régulièrement, donc je suis très à l'aise d'en parler. Ce que nous mettons en place en face. Quand, par exemple,
on reprend en régie la gestion de l'eau sur Saint-Just-Saint-Rambert, mais sur d'autres communes, relativement rapidement. C'est effectivement des postes que l'on crée pour reprendre en régie l'eau potable, qui auparavant n'était pas dans le chapitre 12. C'était une entreprise qui le tenait. Ce n'est pas vrai que pour l'eau de Saint-Just-Saint-Rambert, c'est vrai pour d'autres discussions. Quand on reprend un service commun de secrétaire de mairie, c'est aussi là des postes qui sont créés et en fait des postes qui sont transférés des secrétaires de mairie. Donc, il y a des postes qui répondent à une demande momentanée, assumée, la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères incitatives, où effectivement là, on a besoin temporairement de chef de projet. On peut avoir un chef de projet pour tel état de choses. Mais il y a derrière ces chiffres beaucoup de moments où ce sont soit des économies, soit des choix de ne plus passer par des prestataires privés. Et je ne vous cache pas qu'on m'a proposé à Patrick, on nous a proposé à Patrick et à moi des créations de postes aujourd'hui dans un secteur sur lequel nous n'avons pas la Rouennaise de l'eau à 140 agents en plus du nombre d'agents que je vous ai dit sur Rouen-Aglo, 450 plus 140 pour l'eau. Donc on nous a proposé des créations de postes qui auraient pu faire des économies de prestations de services qu'on n'a pas encore suffisamment évaluées et sur lequel finalement on a dit non, on garde pour l'instant la prestation de service. Donc toutes ces réflexions, elles y sont, et je ne voudrais pas faire croire, au risque de heurter, que l'issue des économies porte sur le seul personnel de l'agglo. Ça en fait partie, ce n'est pas la seule. On a une piste qui est travaillée avec Yves Martin depuis maintenant 2 ans, qui est la commande publique. Moi j'y reviens, c'est extrêmement important. On a beaucoup d'économies à faire sur la commande publique sans forcément serrer les boulons aux entreprises. On a des efforts à faire là-dessus. Il faut qu'on soit beaucoup plus négociateur, y compris sur les petits marchés. On a des pistes d'amélioration là-dessus. C'est un vrai sujet. On met quelqu'un là-dessus. On est là-dessus à fond. Et là, c'est bien plus que des efforts sur le seul personnel. Je pense que aujourd'hui, il y a des administrations qui s'administrent, et je suis le premier à le condamner. Il y a des administrations qui doivent évoluer, et la nôtre est particulièrement agile. Maintenant, on sait très bien qu'on a des pistes d'amélioration à faire, et je pense qu'en tout cas, on est dessus, et on en parle en toute transparence, et notre système d'audit, qui est actuellement se découle. Voilà. On a aussi des efforts à faire sur les bureaux d'études, on le sait. On a une ingénierie forte, on se le dit régulièrement. Eh bien, si on a une ingénierie forte, on doit essayer de moins faire appel au bureau d'études. Donc, c'est autant de pistes d'amélioration. Et j'en reviens finalement au budget. Si au final, dans le contexte dans lequel on est, avec toutes les difficultés que nous connaissons, nous n'avons pas arrêté de mettre en place des politiques publiques d'aide à l'habitant, d'aide aux entreprises, d'aide aux communes, et qu'on est capable de faire tout ça, c'est bien qu'à un moment donné, on fait des économies, puisque je vous le rappelle, depuis le début du mandat, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts sur le budget général. Je ne serai pas plus long, je te rends la parole, cher Patrick. Bien, mais repassons au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Je vous remercie. Alors, une fois n'est pas coutume, on termine, alors avant qu'ils le disent, on a gardé le meilleur pour la fin, Claudine Cour et Valérie Goudefard. C'est ça que tu allais dire, Valérie. Je suis sûr que tu allais le dire. Claudine. Oui, dans le cadre de Petite Ville, du dispositif Action Cœur de Ville numéro 2, la Caisse des dépôts, qui est le partenaire de ce dispositif, expérimente une nouvelle offre auprès des 60 communes Action Cœur de Ville souhaitant mettre en place en œuvre des projets urbains complexes. Pour ce faire, elle propose de financer en intégralité un appui technique destiné à renforcer les capacités opérationnelles des collectivités pour 24 mois.
Cette mise à disposition est réalisée dans le cadre d'une adhésion au groupement d'employeurs, un GE, pour un coût de 150 euros par an. Cette convention de mise à disposition entre Loire-Forêt et l'ACET, justement, groupement d'employeurs, pourrait être signée. Donc une convention, et on vous demande d'approuver ce soir cette convention de mise à disposition avec ce groupement et d'autoriser le président à signer toute convention qui s'y rapporte. Est-ce qu'il y avait des questions? On passe au vôtre. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Allez Valérie. Bonsoir. Ouais, Claudine Cour aurait bien pu faire les trois sujets, mais bon, elle veut plus rien faire, quoi, à cette heure-ci. Parce qu'elle les connaît très bien. Et saluer Éric Lardon, parce que on en a parlé, mais il est très présent au département et je pense qu'il nous regarde aussi en replay, enfin ou en direct et en visio. Et voilà, on le voit et il bataille et donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà, la délibération numéro 18, c'est l'avenant numéro 1 à la convention de Procivis pour la mise en place d'une avance de trésorerie visant contre le mal logement. Donc on a depuis quelques années, on a une convention avec Procivis qui nous prête 300 000 euros. C'est une avance de trésorerie pour aider les ménages les plus modestes qui bénéficient de subventions dans le cadre de leur rénovation, mais qui peuvent pas faire cette avance. Donc Procivis nous fait l'avance. On a vu que ça manquait un peu. Donc Procivis est d'accord pour nous mettre 100 000 euros supplémentaires et porter la convention de 300 000 à 400 000 euros. Voilà, simplement, il vous est proposé d'approuver cette convention et d'autoriser le président à signer. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je mets au vote ou je fais le 49.3, président? Au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Et puis le dernier sujet, c'est la mise en place des amendes dans le cadre du dispositif permis de louer sur la commune de Bouin-sur-Lignon. Voilà, donc en fait, comme Loire-Forêt a un PLH, on doit délibérer, mais c'est on n'a pas forcément la main, c'est bien le travail de la commune de Bouin qui est remarquable en matière d'habitat. Et voilà, le PCI doit se conformer à la délibération de Bouin. Et du coup, je vous demande d'approuver la mise en place des amendes dans le cadre de dispositifs de permis de louer. Les amendes qui pourraient être enregistrées vont bien au budget de Bouin, mais viennent pas à l'intercommunalité. Et voilà, autoriser le versement intégral du produit, voilà ce que je vous ai dit, et autoriser le maire de Bouin-sur-Lignon à signer tous les documents nécessaires à l'instauration de ces sanctions. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Pas de questions. Un vrai dispositif qui marche très très bien. On l'a vu lors du bilan annuel et ça nous facilite bien les tâches dans le cadre des groupes LHI. Donc voilà, s'il y a des grosses communes qui veulent y aller, on pourra les accompagner en prenant l'exemple de Bouin-sur-Lignon. Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Et je laisse la parole au président. Merci. J'ai Madame Christine Bertin, ou c'est une erreur? Est-ce qu'il y a des questions sur les décisions et conventions contrats qui sont en annexe? Il n'y en a pas. Le prochain conseil communautaire a lieu le mardi 11 mars 2025 à 19h30. Et pour ceux qui le souhaitent, il reste quelques places pour l'Opéra de Lyon, début d'après-midi, mercredi et jeudi à 14h30. Très peu, peut-être qu'il n'y en a plus maintenant à l'heure où je vous parle, pour ceux que ça intéresse. Et puis, c'est tout, on se rejoint autour du verre de l'amitié, j'aurai le plaisir à vous dire bonjour, de vive voix.